Merci Lorraine. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, fin 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Snapchat qui refuse une offre de rachat de la part de Facebook de plus de 3 milliards de dollars. Moi, fin 2013, j'étais en train de terminer des études d'informatique, parce qu'à cette époque, j'étais persuadé que pour monter une boîte dans la tech, l'alpha et l'oméga, c'était de savoir coder. Et en même temps, je ne comprenais absolument pas comment une boîte comme Snapchat pouvait valoir autant d'argent. Pour moi, Snapchat, c'était juste une app qui se permettait de s'envoyer en fait, des photos et qui disparaissait au bout de 30 secondes, alors même qu'on pouvait prendre déjà des screenshots sur son iPhone. Je ne voyais pas en fait, que Snapchat était en train de créer un concurrent direct à Facebook, à savoir un réseau social. Donc avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis dit que ça vaut peut-être la peine de prendre un peu d'expérience professionnelle. C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de décrocher un premier job de développeur iOS en Angleterre, à Londres. Et quand je suis arrivé en poste, j'ai eu une première réalisation. C'est que moi qui voyais le code, encore une fois, comme l'alpha et l'oméga, j'ai réalisé que pour faire des produits, il y avait plein d'autres fonctions, plein d'autres métiers qui étaient nécessaires. Donc à savoir les métiers de la vente, les métiers du marketing, et évidemment, au milieu de tout ça, les métiers du produit. Au fur et à mesure de mes expériences, j'ai atterri dans différentes entreprises et à un moment dans une start-up qui avait été cofondée par une cofondatrice qui avait la casquette marketing et un cofondateur qui lui avait plutôt la casquette CTO. Il n'y avait pas de fonction produit à proprement parler, il n'y avait pas de CPO. C'était une vision qui était censée être portée en fait, entre les deux personnes. Enfin, du moins, c'est ce qu'on croyait. Je me souviens du coup d'une discussion assez forte entre la cofondatrice et le CTO. Et à un moment, la vision produit n'était pas la même entre les deux. Et la cofondatrice a fini par couper court à la discussion en disant au CTO « You're just an engineer, just do what I say ». C'est à ce moment-là dans ma carrière en fait, où je me suis dit si tu ne veux pas te retrouver dans une situation similaire quelques années plus tard, ça vaut peut-être la peine en fait, de ne pas t'enfermer dans un rôle purement tech. Et c'est comme ça que j'ai fait évoluer en fait, mon métier vers les métiers du produit. Donc je suis retourné en France, j'ai eu différentes expériences et aujourd'hui, comme le disait Lorraine, donc je suis product builder, je construis mes propres produits que j'essaye de faire décoller. Et j'anime également un podcast qui s'appelle Just Click, dans lequel je reçois toutes les semaines des leaders de l'écosystème produit et tech francophone, dont certains d'entre vous sont dans la salle et dont certains d'entre vous vont parler juste après. Donc la promesse que je vous fais avec cette présentation, c'est de vous montrer comment j'ai fait en l'espace de moins de 3 jours pour créer un produit sans avoir à écrire une ligne de code moi-même. Mais comme on est au sein d'une audience de product people, avant de parler de solutions, on va partir du problème. Donc le problème, c'est un problème que j'ai eu à titre perso. Quand je suis devenu jeune papa, avec ma femme, on s'est dit qu'on voulait faire en sorte de donner la meilleure nourriture à notre petite fille. Et ça voulait dire en fait qu'on allait arrêter de faire toujours les mêmes repas de semaine en semaine. Donc ça veut dire deux choses. Pour tous les jeunes parents dans la salle, je pense que ça va vous parler. La première, ça veut dire avoir des idées. Donc changer un peu les recettes que l'on fait de semaine en semaine. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a ces idées de recettes, eh ben on ne va plus faire les mêmes courses toutes les semaines. Il faut changer sa liste de courses. Et ça, mine de rien, quand on a pas mal d'activités, c'est une charge mentale qui est assez importante. Donc pour répondre à ce problème, j'ai décidé de créer le Meal Planner. C'était aussi une bonne excuse pour moi, en fait, pour mettre les mains un peu dans Lovable et tous ces outils-là. Je vais vous faire donc la petite démo du Meal Planner et ensuite on va voir sous le capot comment ça marche. Donc là, c'est une interface, c'est une progressive web app pour les plus techniques, mais ça tourne sur mobile. Le premier écran que je vais avoir, c'est un écran qui va me permettre d'importer des photos de livres de recettes que je pourrais avoir. Donc soit je prends des photos, soit je récupère des photos sur le web. Donc là, pour la démo, je vais sélectionner une photo de recette que j'ai préparée, qui va être importée. Je vous montre à quoi ressemble cette photo. Donc c'est ni plus ni moins qu'une recette, avec en particulier ce qui nous intéresse, c'est la liste des ingrédients. Je suis gaucher et je zoome de la main droite, donc c'est pas très... Donc c'est cette liste des ingrédients en particulier qui va nous intéresser. Et hop, donc là je viens d'importer une première recette. Ensuite j'ai un onglet donc recettes. Là ça va lister toutes les recettes que j'ai déjà pré-importées, dont celle-ci là qui s'appelle Creamy Courgette. Donc là je vais faire une petite recherche pour voir si elle a été importée. Effet démo, elle n'est toujours pas là. Elle va peut-être arriver un peu plus. Voilà, elle est arrivée. Et je vais vous montrer après pourquoi ça a pris un petit peu de temps pour la recette arriver. Donc, quand j'ouvre la recette, j'ai la liste des ingrédients pour pouvoir la créer. Et j'ai quelques propriétés macro ici, à savoir le type de protéines et le type de glucides par lesquels je peux filtrer à ce niveau-là. Et ça, c'est pour permettre tout simplement de s'assurer que l'on arrive à fournir une liste de protéines et de glucides qui soit assez diversifiée à notre petite fille quand on planifie les repas de la semaine. Ensuite, je vais sur l'écran planification de repas. Donc là, pour chaque repas de chaque jour de la semaine, je vais sélectionner des recettes.
Donc là, je vais les faire un petit peu au pif pour les besoins de la démo. On va faire juste lundi et mardi. Hop. Et je clique ensuite sur l'onglet Shopping, qui est là l'onglet qui va faire la génération de la liste de courses. Donc pendant que cette liste de courses est générée, parce que ça fait appel au LLM, je vais vous demander de lever la main tous les product managers dans l'audience. Et product managers. Ok, super. Product designer. Ok. Profil tech, lead tech, dev. Ok. Manager. Ok. Et fondateur, fondatrice. Ok, super, merci. Donc, vous voyez la liste des recettes qui a été générée. Donc là, c'est le récap des recettes, des noms des recettes. Et là, c'est la liste de courses qui nous intéresse, les quantités réparties par typologie d'ingrédients, donc les aliments frais, la viande, le poisson, etc., etc. Et cette recette, je vais pouvoir ensuite la partager, l'envoyer par message. Donc ça, c'est pour la petite démo. Maintenant, on va voir comment ça se passe sous le capot. Et je vais faire un focus en particulier sur la boîte qui est au milieu, la boîte N8N. Donc cette application, pour la créer, j'ai utilisé 3 outils principaux. Le premier, pour le front-end, pour l'app que vous venez de voir, j'ai utilisé Lovable. Il y a eu une démo ce matin pour un workshop en fait, pour prototyper sur Lovable, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. C'est une interface conversationnelle qui vous permet de créer des produits, avec derrière la technologie sous-jacente qui est React. Et j'ai utilisé ensuite comme serveur un outil qui à la base est connu pour faire de l'automatisation, qui s'appelle N8N. Donc N8N, c'est un outil qui vous permet d'automatiser des workflows, qui a pris beaucoup qui a gagné en awareness avec la vague autour de l'IA générative, donc, puisque c'est un outil qui permet aussi de créer des agents aujourd'hui. Et moi, j'ai utilisé cet outil-là en fait, pour répliquer un serveur. Ce que je trouve intéressant en fait, dans N8N, c'est le fait qu'il y a des nœuds, ce qu'on appelle des nœuds, donc des boîtes qui sont préconfigurées sur des services externes. Donc concrètement, ça permet de faire un peu ce qu'on appelle du visual coding. Ça va vous permettre d'interagir avec des services tierces. Là, typiquement, pour la démo que je vous ai montrée de l'application, pour partir d'une image et la digitaliser, j'utilise l'API de Mistral OCR. Et en fait, au lieu de recoder quelque chose qui va me permettre de faire appel à l'API de Mistral, dans N8N, j'ai un nœud qui est préconfiguré, qui va me permettre en fait, de connecter mon workflow sur l'API de Mistral. De la même manière, si je voulais mettre du paiement, je peux m'interfacer avec Stripe en connectant des nœuds préconfigurés sans avoir à recoder tout ça moi-même. Et c'est pour ça que je trouve que N8N est hyper intéressant. Et enfin, pour la partie stockage de données, j'ai utilisé Supabase, qui est tout simplement un produit qui vous permet de mettre en ligne une base de données de manière assez simple, sans avoir à considérer les problématiques techniques d'hébergement de bases de données. Un point important sur lequel je reviendrai aussi sur la fin et que je vais répéter à plusieurs reprises, c'est le fait que j'ai séparé la partie front-end de la partie back-end. Sur Lovable, aujourd'hui, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que vous pouvez faire une application qui va aussi stocker de la donnée avec ce qu'on appelle Lovable Cloud. Pour moi, c'est un vrai danger si on fait ça, parce qu'on ne sépare pas, en fait, d'une part, la partie interface utilisateur UX de la partie comment est-ce qu'on va stocker les données et qu'est-ce que l'on veut stocker comme données. Quand on fait cette scission entre les deux, ça vous force à réfléchir aussi à quel est votre modèle de données, comment est-ce que je veux architecturer les choses, et ça vous force à réfléchir à des choses qui peuvent devenir problématiques si jamais on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs qui utilisent son application et auxquels on n'a pas réfléchi en amont. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce split entre Lovable pour le front uniquement et N8N et Supabase pour la partie stockage des données et serveurs. Maintenant, je vais faire le pendant entre chaque écran de l'application et les workflows N8N. Donc le premier écran de l'application, c'est l'import des photos. Donc j'ai un workflow N8N qui s'appelle Upload Recipe. J'espère que c'est à peu près lisible pour derrière. Il y a un écran sur le côté aussi pour que vous le voyez. Donc, tous mes workflows, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont un point d'entrée, c'est ce qu'on appelle un webhook. Donc ça, c'est pour globalement exposer une API de votre serveur N8N auprès de votre front-end. Ensuite, dans le cas de l'upload de recettes, ce que je veux faire, la première chose, c'est que je veux récupérer la photo et je vais en extraire les informations d'un point de vue digital. Pour ça, j'utilise donc le nœud de Mistral AI avec l'API OCR. Donc c'est cette petite boîte-là, dans laquelle concrètement il n'y a pas grand-chose à configurer à l'intérieur. Donc la configuration se passe ici. Je vais pas zoomer parce que je vais avoir du mal à faire les deux choses en même temps. Mais ce que vous mettez comme configuration, c'est vos credentials. Le modèle que vous voulez utiliser ici, c'est Mistral OCR Latest. Et vous précisez que la donnée en entrée que vous recevez, c'est une donnée de type image. Ce que Mistral va me rendre, c'est une version digitalisée de la photo.
Cette version digitalisée, je l'envoie ensuite dans un nœud OpenAI, où là, c'est globalement un système prompt dans lequel je lui dis, tu vas recevoir une liste d'ingrédients de recettes qui a été OCRisée. C'est la nomenclature technique pour expliquer ce que Mistral a fait. Et je veux que tu me structures ça sur un format JSON pour pouvoir le stocker ensuite en base de données. Ce que je fais ici avec mon nœud Supabase, ça stocke ça en base de données. Là, je fais une petite transformation pour stocker la deuxième partie de ma recette, à savoir les ingrédients. Donc ça, c'est le premier écran d'upload de recettes. Il se résume à ce workflow-là. Ensuite, le second écran, c'est celui de la liste des recettes. Donc là, c'est le plus simple, puisque concrètement, je vais juste récupérer ce qui a été stocké au préalable en base de données pour l'afficher à l'écran. Donc c'est ce workflow ici. J'ai toujours mon point d'entrée, le webhook, que mon application appelle. Je vais récupérer mes ingrédients, mes recettes, je combine les deux, et je renvoie ça à mon front-end. Ça, c'est ce qui me permet derrière d'afficher la liste des recettes que vous voyez là, ainsi que les ingrédients dans chacune des recettes. Ensuite, l'écran de planification de la semaine. En réalité, il n'y a pas besoin de faire un appel au serveur, mis à part lorsque je vais chercher mes recettes, mais ça représente exactement le même workflow que celui que je viens de vous montrer, à savoir celui de fetch recipe. Donc, en réalité, j'ai besoin juste d'un seul troisième workflow, qui est pour la génération de la liste de courses, que je vais vous montrer à présent. Donc j'ai toujours mon point d'entrée, mon webhook. J'ai un premier appel à OpenAI avec, encore une fois, un système prompt. Ici, je fais une modification pour lui demander de récupérer en fait, la liste des recettes et des ingrédients qui lui a été envoyée par mon front-end, donc au format JSON. C'est le format que j'utilise pour, échanger entre mon front-end et mon serveur N8N, donc c'est JSON. Je lui demande de restructurer ça. Ensuite, je fais un deuxième appel à OpenAI pour lui demander de générer une liste de courses avec les quantités. Je construis la réponse et je renvoie ça avec le webhook de réponse. Et ça, c'est ce qui me permet, donc là, ça a bugué, effet démo, de générer la liste de courses. Donc, 4 écrans ici, 3 workflows sous-jacents. Maintenant, avant de passer aux questions, j'aimerais faire un petit récap sur ce que ça veut dire et ce que je suis en train de voir aussi au sein de l'écosystème startup. C'est un message qui a été passé sur plusieurs talks avec différents niveaux de présentation. C'est le fait que hier, en tant que product people, on avait souvent des équipes, pour caricaturer, un product manager pour 5 développeurs. Aujourd'hui, on est en train de voir ce ratio s'inverser, parce que les premiers qui gagnent en termes de gain de productivité grâce à l'IA générative, ce sont évidemment les développeurs. Et on commence à voir en fait, des boîtes qui se montent avec un product pour un engineer. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le goulot d'étranglement, là où hier il était côté développement, là où hier, en fait, en tant que product people, on pouvait se dire je ne peux pas faire toute la discovery que je veux faire parce qu'en fait, l'équipe de dev elle est sous l'eau en train de rattraper la dette technique, elle ne peut pas shipper tel ou tel experiment. En fait, c'est complètement obsolète aujourd'hui. Aujourd'hui, on est complètement autonome en tant que product people pour construire des choses, pour aller les tester. Et ensuite, quand on a de l'info beaucoup plus pertinente, aller discuter avec les devs pour voir comment est-ce qu'on fait pour passer à l'échelle et intégrer ça dans une base de code plus complexe. Donc ça veut dire que le goulot d'étranglement, en fait, il est en train d'être déplacé de l'équipe de dev vers le produit. Et pour moi, ça, c'est une super opportunité en tant que product people pour remettre le produit au centre à partir du moment où on va amener ce qu'on est censé amener depuis toujours aux organisations, à savoir de la valeur. Grâce à ce prototypage rapide qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir du coup baser nos expérimentations non plus juste sur des opinions ou quelques tests quali que l'on pouvait faire au préalable. On va pouvoir baser nos expérimentations sur des vrais retours dans des véritables produits. Donc on va à une étape supérieure, encore une fois, dans la capacité aujourd'hui de tester des hypothèses. Avec la GenAI, il y a eu plusieurs fois, ça a été répété, pas mal de communication sur LinkedIn pour vous faire peur du dernier outil qui vient de sortir et qu'il faudrait à tout prix essayer, sinon vous êtes complètement has-been. La réalité, c'est qu'il y a certains outils qui sortent un petit peu du lot, notamment sur la partie prototypage rapide. Il y a Lovable, il y a Bolt V0, il y a certains outils comme cela qui sont destinés à des profils produits. Si vous en utilisez déjà un et que vous êtes assez confortable avec, c'est plus important de construire avec cet outil que de tester le dernier outil à la mode parce que vous risquez de vous éparpiller et de ne pas comprendre plutôt comment ces outils-là fonctionnent d'un point de vue mécanique en dehors du produit que vous utilisez. Donc pour moi, une fois que vous avez votre set d'outils avec lequel vous êtes assez confortable, ce qui est important maintenant, c'est de construire. C'est de sortir un peu de sa tour d'ivoire et de retourner un peu les mains dans le cambouis et fabriquer des choses. Et si à un moment, il y a un outil qui prend le dessus sur tous les autres,
Je prends pour les profils product designer. Hier, il y avait Sketch. Aujourd'hui, c'est Figma. Peut-être que demain, ça sera Lovable. Peut-être que ça sera Figma Make ou autre. On le saura en temps voulu et vous aurez le temps d'adapter parce que, in fine, ces outils-là, ils ont quand même pas mal de points en commun. Donc, construisez, construisez, construisez. La vague de l'IA générative, elle est juste monstrueuse. C'est une vague dans laquelle il y a plein d'opportunités à aller chercher parce qu'il y a plein de choses à réinventer. Pour moi, les profils produits sont extrêmement bien placés pour surfer cette vague-là. Et j'espère du coup vous avoir convaincu que vous pouvez vous aussi la surfer avec moi. Je suis persuadé que vous le faites déjà si vous êtes à l'AI Product Day. Et maintenant, je prends toutes vos questions. Et si vous voulez vous connecter avec moi sur LinkedIn, vous pouvez scanner ce deuxième QR code. Merci Thierry.